sur cette conviction profonde qu'aujourd'hui, un pays comme le nôtre, qui a une richesse territoriale historique, un héritage territorial fabuleux, qui a construit une partie de sa compétitivité sur les atouts, les avantages comparatifs de nos territoires, qu'un pays comme le nôtre doit repartir, se requalifier à partir de ce qu'il a et de ce que les autres n'ont pas, c'est-à-dire une richesse culturelle, territoriale, universitaire, paysagère, etc. Et qu'on doit être extrêmement prudent à ne pas construire un aménagement du territoire qui créerait un nouveau désert français en métropolisant au-delà de ce qui est pertinent notre pays, mais au contraire en réinvestissant les territoires et en essayant de reconnecter nos territoires au monde, puisque c'est probablement dans le tréfonds de nos territoires que nos avantages comparatifs, que nos atouts sont les plus intéressants à revitaliser, à retravailler, à moderniser, à revaloriser et à réintermédier dans la mondialisation. Et cette réflexion, elle est bien entendu le fruit d'un constat fait comme élu, mais surtout le fruit de 20 ou 30 ans de travail dans ma vie professionnelle sur les dynamiques à l'exportation, sur les évolutions aussi de nos performances dans la mondialisation et la conviction qu'on recule, on n'avance pas, on décroche même sur un certain nombre de secteurs sur lesquels à la fois la France a des avantages comparatifs extrêmement forts et en même temps ceux des secteurs sur lesquels l'attente des pays émergents est parmi la plus forte. Et donc on a là à retravailler sur une perspective de développement liée justement à notre territoire. Et je vais même beaucoup plus loin dans un projet politique qui est de dire si demain on doit réenclencher une série de réformes, il faut la redémarrer par là. C'est-à-dire imaginer d'abord une réforme territoriale, puis une réforme de l'État, puis une réforme fiscale, puis certainement une réforme de nos institutions, pour peut-être déboucher même sur une réforme de la Constitution. Je crois que le point de départ fondamental aujourd'hui d'une perspective de renouveau d'un pays comme le nôtre doit partir des territoires. Et c'est pas pour rien que notre pays a une culture politique très construite sur le principe de subsidiarité, mais je crois qu'un pays comme le nôtre doit justement avoir cette vision, cette audace de redémarrer non pas en haut, mais de redémarrer par le bas, parce que c'est par le bas qu'on a ce substrat, ce socle extrêmement qualifiant dans la mondialisation. Voilà, mais ça c'est un autre sujet, je ne vais pas développer là-dessus parce qu'on pourrait y passer la soirée. Je voudrais vous parler d'un projet donc, qui m'est cher, que j'ai lancé un peu par hasard il y a maintenant un peu plus de 2 ans, qui est celui d'accueillir, de candidater d'abord pour une exposition universelle en 2025. C'est les expos universelles, vous le savez, et on est là au cœur du territoire de projet des grandes expos universelles du 19e siècle. La France a organisé la première expo universelle en 1855, la dernière grande exposition universelle en 1900, et 2 expositions internationales au XXe siècle. En 1934, une expo qui s'appelait l'Expo coloniale, et en 1937, une expo sur les arts décoratifs qui a donné naissance au Trocadéro. Et les expos au XIXe siècle en France, les grandes expos universelles, ont été des moments extrêmement intéressants, à la fois pour l'urbanisme, pour le développement économique, puisque toute une série de produits, d'offres, d'inventions, d'innovations sont nés grâce aux expositions universelles, mais en même temps pour les Français, des grands moments de, comment dire, à la fois de confiance et des grands moments de dialogue avec le monde. On ne se rappelle pas, mais l'exposition universelle de 1900 à Paris, celle qui a vu naître le Grand et le Petit Palais en particulier, a accueilli 53 millions de visiteurs. Et souvent, vous voyez, ce chiffre n'est pas facile à imaginer, mais on peut le rapporter à l'exposition universelle de Shanghai en 2010, qui a accueilli 175 millions de visiteurs. Et c'est très intéressant de voir qu'entre 1900 et 2010, de la France à la Chine, on a eu 53 millions de visiteurs à Paris en 1900 pendant 6 mois et 75 millions, un peu moins, 73 millions à Shanghai en 2010. Donc les expositions universelles sont vraiment à la fois des étapes dans des parcours, dans des trajectoires de prospérité et de progrès, des occasions d'innovation, des sujets à innovation, parce que accueillir des millions de personnes sur un thème pendant 6 mois, c'est en soi souvent un défi. Et puis c'est un marqueur extrêmement important de la confiance, c'est un catalyseur pour une population, pour un pays, et c'est, je crois, tout à fait contemporain comme enjeu dans le XXIe siècle. Et donc il y a 2 ans et demi, il y avait une idée qui était d'accueillir
d'accueillir les Jeux Olympiques en France en 2024. Et j'avais réagi à cette première expression politique, qui était celle de candidater pour les JO de 2024, par une tribune dans le Figaro, où j'avais répondu, mais pourquoi pas plutôt une exposition universelle, en ce sens que l'expo universelle dure plus longtemps, que le pays qui l'accueille choisit un thème, donc façonne l'événement à sa main, à ce que le pays veut exprimer vis-à-vis du reste du monde, et que l'expo universelle est, à mon sens, beaucoup plus ancré et enraciné dans l'héritage, dans le projet qu'un pays comme le nôtre peut proposer au monde. Et donc je développe ce papier en disant mais pourquoi pas une exposition universelle en reprenant certains des arguments que je viens d'évoquer. Et à ma grande surprise, le papier suscite de l'intérêt, des contacts, etc. Et pendant un an, j'installe un petit groupe très informel que je réunis tous les mois pour réfléchir, approfondir l'idée, avec des intellectuels, des universitaires, des entrepreneurs, des grands patrons français, et comme ça on discute, on regarde en quelle manière ces grandes expos universelles pourraient être intéressantes. Puis j'avais été à Shanghai, j'avais rencontré le maire de Shanghai, j'avais rencontré le commissaire général de l'exposition de Shanghai, Exubo, qui est extrêmement intéressant à écouter sur comment la Chine a préparé ce grand événement, qui a été un des plus grands événements au monde avec en nombre de visiteurs. Donc j'apprends, je comprends ce que peut être une expo universelle. Et donc il y a un an et demi, je prends la décision d'y aller, de structurer le projet, et de le dire, de le faire en candidatant, en envisageant de candidater pour l'expo de 2025, puisque vous savez, les expos universelles ont lieu tous les 5 ans. Elles sont attribuées suite à un vote de 170 pays membres du Bureau international des expositions, qui depuis 1928 a son siège à Paris, et qui est une organisation publique non onusienne qui organise les expos universelles et quelques grandes expos internationales thématiques. Donc je rencontre le secrétaire général du BIE, du Bureau international des expositions, pour commencer à discuter sur la faisabilité. Et donc, il y a un an et demi, on crée Expo France 2025, donc une association de préfiguration d'une candidature française à une expo universelle, une association reconnue d'utilité publique, et donc qui travaille sur trois pôles de partenaires. Vous en avez cité quelques-uns. Un pôle d'abord de grandes entreprises françaises, qui sont maintenant au nombre de 20, et qui regroupent aussi bien des entreprises comme LVMH, comme Carrefour, comme le Crédit Agricole, comme Bouygues, comme d'autres, SNCF, RATP, Air France, Aéroports de Paris, etc. Donc un pôle de 20 grandes entreprises françaises extrêmement engagées à la fois financièrement, économiquement, pour financer cette structure de préfiguration, et en même temps au travers de leurs équipes de prospective pour imaginer, commencer à dessiner avec nous ce que pourrait être une expo universelle en France en 2025. Ensuite un deuxième pôle, qui est un pôle d'universités et de grandes écoles, avec la Sorbonne, Sciences Po, Sup-de-Co Paris, le CELSA, l'École nationale d'architecture, l'École nationale du paysage, toute une série d'écoles et d'universités qui depuis maintenant un an et demi travaillent sur toute une série de chantiers qu'on a ouverts sur le territoire de projet, sur le modèle économique, sur la thématique de l'exposition universelle, etc. Il y a un troisième pôle extrêmement stratégique, autant que les deux autres, mais en tous les cas extrêmement complémentaire, qui est un pôle politique, au sens étymologique du mot, mais au sens néanmoins sensible aussi du mot. Ce pôle politique, il regroupe deux dimensions. Une dimension très territoriale, vous l'avez dit, avec 3 conventions maintenant, avec l'Association des maires de France, les départements et des régions, et puis une grande mission parlementaire que j'ai l'honneur de présider depuis maintenant 6 mois, qui est ce qu'on appelle dans le jargon parlementaire une mission de la conférence des présidents. Et donc les missions parlementaires de la conférence des présidents sont les grandes missions parlementaires, celles qui ont le plus de pouvoir, de capacité d'investigation, de moyens mis à disposition, parce que ce sont des missions qui sont validées et agréées par l'ensemble des présidents de groupe, donc 6 groupes à l'Assemblée nationale, et donc qui emportent dès le départ une dynamique, une adhésion, une envie de la représentation nationale. Et donc le bureau de cette mission est un peu à la hauteur de cette ambition, puisque donc j'ai la chance de présider cette mission. C'est Bruno Leroux, le patron du groupe PS, qui est mon rapporteur. C'est Noël Mamère qui est le secrétaire de la mission, et Mme Buffet,
et M. Lamour, qui sont les vice-présidents de la mission. Donc vous voyez une espèce d'aéropage extrêmement ouvert, mais néanmoins tout à fait révélateur aussi de l'élan que peut susciter un projet comme celui-là. Donc voilà, depuis 1 an et demi, il y a cette organisation de préfiguration. Il y a cette mission parlementaire qui va rendre ses conclusions au mois d'octobre prochain pour officialiser la candidature auprès de l'État, auprès du président de la République, puisque une candidature ne peut être valable que si elle est portée par l'exécutif d'un pays. Et donc on est maintenant, depuis quelques mois, dans les premiers dessins, finalement, de l'Expo universelle, avec une approche extrêmement nouvelle. Pas une approche telle que le XXe siècle en a produit dans les grandes expositions universelles que vous avez sans doute peut-être fréquentées dans telle ou telle ville, c'est-à-dire un site dédié à l'exposition universelle, qui est un site qui peut faire entre 500 et 1000 hectares, avec des pavillons, avec des pavillons thématiques, des pavillons pays, des animations, des inventions, toute une série de choses. C'est pas sur ce modèle qu'on prépare l'exposition universelle de 2025, c'est sur un modèle complètement nouveau, qui est de poser l'exposition sur l'existant. C'est-à-dire de dire, voilà, finalement, Paris, le Grand Paris, la France, a déjà toute une série d'aménités, de monuments, de flux de transport, de futurs schémas de transport qui pourraient servir à accueillir le monde. Et donc, au lieu de faire de l'exposition universelle à une nouvelle zone, un nouveau site, et est-ce qu'on en aurait besoin d'ailleurs, posons l'expo universelle sur l'existant. C'est-à-dire, posons-la sur le Grand Paris. Posons-la sur le cœur de Paris, pour faire du cœur de Paris le village de l'exposition universelle, et posons l'expo universelle au travers de ces 150 ou 200 grands exposants nationaux. Posons cette exposition sur le Grand Paris, sur les nouvelles gares du Grand Paris, sur des monuments historiques du Grand Paris, sur des projets de construction qui vont être dans les cartons pour les villes du Grand Paris. Donc posons l'exposition sur l'existant. Et finalement, accélérons, donnons aussi un sens à ce grand schéma de transport qui est le Grand Paris Express, qui est EOL, qui est, depuis quelque temps, ce projet Roissy Express. Donnons finalement à ce schéma de transport aussi une échéance, qui est l'échéance de l'exposition universelle de 2025. Et donc faisons le premier modèle d'exposition universelle, finalement à la fois durable, parce qu'il ne construit pas quelque chose qui va détruire, parce qu'il optimise l'existant, mais faisons aussi de l'exposition universelle cet énorme appel d'air à l'innovation que deviendrait ce défi de dire à un pays, à la Chine, aux États-Unis, à tous les pays qui participent aux expos universelles, appropriez-vous un élément du patrimoine français, contemporain et historique, et animez-le, faites-le vivre pendant 6 mois avec autre chose que l'architecture, avec ce que l'innovation permettra de faire en 2025, avec l'espace qui sera mis à disposition et avec tout ce qu'on peut imaginer pour valoriser un pays, une culture, un savoir-faire, une industrie dans le Grand Paris. Donc l'idée est vraiment de métamorphoser le Grand Paris par une expo universelle en lui donnant ce moment extraordinaire que pourrait être de voir le Grand Paris comme jamais on ne l'a vu et comme jamais plus on ne le verra après, en invitant le monde à prendre, à investir notre territoire, à investir ses monuments pour finalement faire une expo universelle extrêmement innovante. Alors l'idée progresse, l'idée plaît, l'idée heurte aussi un peu, notamment les codes du BIE qui dit qu'il faut un site unique, fermé, avec un guichet où on prend un ticket, etc. Donc il y a des choses assez traditionnelles, mais je pense que si on veut vraiment avoir la même innovation, la même folie quelque part, la même audace que celle qu'on a eue au 19e quand on a fait la Tour Eiffel, le pont Alexandre III, la gare d'Orsay, enfin, tout ce qui reste des expositions universelles, qui a qualifié la France pendant quasiment un siècle, même davantage, il faut qu'on ait aussi cette dose d'audace qui est de ne pas faire ce qui se fait depuis maintenant plus d'un siècle dans les expos universelles, et d'inventer un nouveau modèle. Et on est d'autant plus légitime à le faire qu'on a inventé les expos universelles, même si Londres a fait la première, c'est quand même à partir d'un projet français que les expos universelles sont nées, et je crois que revisiter les expositions universelles aurait vraiment du sens. Alors on a interrogé il y a quelques mois les Français sur quelle est leur attente par rapport à
un événement comme celui-là. Et on a été extrêmement surpris, puisque c'est une étude qu'on a commandée à l'IFOP sur d'abord, est-ce que les Français connaissent encore les expositions universelles, qu'est-ce qu'ils pourraient en attendre, et puis à ce qu'à choisir entre des JO et une expo universelle, quel est le choix qu'ils feraient. Et on a été surpris sur toute la ligne. On avait commandé cette étude plutôt pour préparer la séquence grand public de notre projet de candidature, et en fin de compte, on a mis en public, on a donné à la presse cette étude parce qu'elle révèle trois choses. Elle révélait d'abord que les Français ont une mémoire extrêmement vivante des expos universelles. Alors on le comprend parce que la Tour Eiffel est un marqueur extrêmement fort des expositions universelles, mais il y a au-delà de ça tout un affectif qui s'est créé avec les expos universelles, et on a eu un chiffre sur est-ce que vous êtes favorable ou très favorable à une expo universelle en France de 84%, alors qu'on attendait un chiffre beaucoup plus bas, et donc une envie extrêmement forte d'avoir une expo universelle. Alors on a analysé ensuite pourquoi les Français étaient partants, a priori, pour une exposition universelle. Et on voit là sortir, en fin de compte, une série de thématiques qui sont celles qui sont dans l'air du temps. Les Français disent on a besoin d'un grand acte d'innovation, on a besoin de se réconcilier avec la mondialisation, on a besoin de fierté, un sujet qui porte aussi notre fierté, notre savoir-faire. Donc on retrouve toute une série de thématiques qui sont aujourd'hui ceux-là même, qui finalement donnent à notre pays cette angoisse, ce caractère un peu dépressif, qui plombe résolument et durablement notre capacité à rebondir, à entreprendre, à innover, à investir, etc. Et puis enfin, on leur a posé la question, alors JO ou Expo universelle, et on a 2 fois plus de Français qui disent qu'on préfère l'exposition universelle aux Jeux Olympiques. Et donc on a enfin un sujet qui remonte, vous voyez, dans cette étude et qui remonte dans l'opinion quand on parle d'un grand projet comme celui-là, c'est le coût. C'est-à-dire, c'est très bien, mais ça coûte cher. Et est-ce qu'on a les moyens de se payer un grand événement comme celui-là? Et donc on sort là d'une première étude qu'on a fait par rapport à notre projet avec un groupe d'économistes qui est animé par Christian Boissieu dans le cadre de notre candidature, sur finalement cette idée qu'on a commencé à dévoiler, c'est de dire on fera une expo universelle, on propose une expo universelle qui ne coûte rien aux contribuables, qui finalement, à la fois en posant comme ça l'expo sur l'existant, ne suscite pas des infrastructures dédiées, mais utilise à la fois l'existant en termes de monuments, de places, de parvis, de gares, etc., mais aussi finalement utilise les infrastructures de transport telles qu'elles sont programmées entre 2023 et 2027 pour leur donner là aussi une échéance, un atterrissage renforcé avec ce projet d'événement. Et du coup, on a rebâti une économie pour l'expo universelle qui est plus du tout la même. Quand vous n'avez pas à amortir une zone, des éléments de transport spécifiques, des constructions ad hoc, vous n'êtes plus du tout dans la même économie. Et une expo universelle qui accueille généralement entre 40 et 70 millions de visiteurs et qui compte en moyenne 200 000 exposants, si on enlève en plus des exposants pays, c'est une économie qu'on est en train d'analyser là depuis maintenant 6 mois, extrêmement profitable, extrêmement intéressante. Et à tel point que dans les modèles qu'on développe, il y a des fonds, toute une série de fonds à mettre en place pour financer des innovations, des grands projets de coopération, avec les excédents que pourrait générer une exposition universelle, qui plus est dans le Grand Paris, à Paris, en 2025, avec la magie que cette ville et que la France suscite, et qu'elle susciterait encore plus dans la perspective d'un grand événement de 6 mois comme celui-là. Donc voilà où on en est. C'est un projet qui suscite une très belle dynamique, à la fois donc, des territoires, des entreprises, des PME, des acteurs politiques, dans un esprit de consensus et de convergence. Et vous voyez, je crois, dans ce maelstrom compliqué de la vie politique aujourd'hui, que c'est aussi un projet sur lequel tout le monde a envie de réussir. On a fait il y a un mois une grande réunion, on était à peu près 500 à Paris pour faire le point sur le projet. Il y avait tout le monde, les grands patrons, les députés de la mission parlementaire, les jeunes, les patrons des écoles, et il y avait une espèce de dynamique d'enthousiasme
qui était liée sans doute à cette porosité que crée un projet comme celui-là entre des univers. Pas des univers qui sont en silo dans un projet comme celui-là, c'est des univers qui se confondent, qui dialoguent, qui co-construisent. Et je pense qu'un tel projet, au-delà de l'événement lui-même, 2025, rendez-vous dans le Grand Paris avec ce dialogue avec le monde, c'est beaucoup plus, ou autant en tous les cas, la trajectoire qui compte. C'est entre aujourd'hui et 2025, cette dynamique, cet élan qu'un projet comme celui-là peut susciter. Et voilà, ça me rend du coup extrêmement confiant. Je pense que ça se fera. Je suis assez convaincu que ça se fera parce que toutes les conditions sont en train d'être remplies. Le maire de Paris a officiellement annoncé la semaine dernière que Paris choisissait l'Expo plutôt que les JO. La région Île-de-France a délibéré la semaine dernière aussi, à l'unanimité, en conseil régional, pour soutenir mon projet d'exposition universelle. La mission parlementaire va rendre un avis donc très positif. Les grandes entreprises continuent à venir. Je pense qu'on en aura une trentaine d'ici la fin de l'année. Donc les 30 grandes entreprises françaises de différents secteurs, et que le prochain rendez-vous majeur sera celui avec le président de la République et le Premier ministre ensemble au mois d'octobre. Mais là aussi, je suis extrêmement confiant parce que, en fin de compte, vous l'avez compris, la démarche a été l'inverse de la démarche classique. C'est-à-dire que dans une démarche classique de grand événement comme celui-là, c'est l'exécutif qui dit on va faire, et puis ensuite il y a 2 ans à convaincre tout le monde, et puis ça se délite petit à petit, parce qu'on dit ça c'est un truc politique, on va servir la soupe à tel ou tel, etc. Et donc tout le jeu là a été monté de façon inversée. C'est-à-dire qu'on a d'abord mobilisé toute une série d'acteurs, et puis les grandes écoles et universités, et puis les grandes entreprises françaises, et puis des PME françaises, des acteurs de territoire. J'ai présenté le projet il y a quelques mois devant 8000 maires au Congrès des maires. C'est extrêmement émouvant, et ils ont tous signé ensuite une sorte de pétition pour soutenir le projet. Quand vous vous présentez devant le président de la République en disant voilà, il y a 3 ans de travail, il y a des milliers d'acteurs qui sont mobilisés, on n'est plus dans le même rapport de force. Et je crois que voilà, on sera beaucoup plus dans comment on fait maintenant que qu'est-ce qu'on fait. Et c'est pour ça que aussi les réunions, et merci encore ce soir de m'avoir invité, les réunions comme ce soir sont l'occasion d'ajouter à ce parcours des petits cailloux, des petits témoins, des grands témoins, des ambassadeurs, et qu'un projet comme ça n'aura de sens que si c'est un grand projet d'adhésion nationale, et je suis convaincu qu'on peut en prendre aujourd'hui voilà, la voie, la route, et que ça se passe. Merci de votre attention. Merci à vous d'être venus, de nous avoir honoré en tout cas de votre présence ce soir à la FIALCI. Sachez que la FIALCI aussi est avec vous, qu'elle vous soutiendra dans ce projet, parce que le but de la FIALCI, c'est l'entrepreneuriat aussi. Donc nous sommes des acteurs aujourd'hui de la ville, de la cité, sous placement d'heure. Donc nous sommes aussi partenaires de ce projet avec vous. Merci de votre soutien. Et désolé de partir.